Bien, merci Thierry d'abord de m'avoir accueilli. Merci, bonjour à toutes et à tous, et merci de me donner l'occasion de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans cet amphi et dans Kedge Business School. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour répondre simplement? Rien. Voilà. Ah, Ça, je suis rassuré. Non, mais c'est la réponse la plus vraie. Voilà. Maintenant, d'où ça sort et comment ça vient? D'abord, c'est des étudiants auxquels on a soumis un certain nombre de noms, des étudiants d'Euromed, de Bordeaux et de Toulon, qui ont fini par choisir Kedge. Alors d'où ça vient? C'est un terme de marine. C'est une ancre qu'on utilisait autrefois pour aller son bateau dans des ports qui étaient ensablés. Voilà. Alors quand vous serez tous ceux qui sont marins ici, quand vous serez dans les calanques par exemple, si vous jetez cette petite ancre flottante, vous pourrez toujours penser à nous. Mais enfin, par Mistral, il vaut bien. D'abord, on dédie toute responsabilité de ce qui peut arriver en utilisant cette encre, mais par Mistral, quand même, jeter l'encre de fond, ça sera mieux. Voilà, rapidement dit sur la réponse. Maintenant, juste 3 mots. L'année dernière, pour les plus attentifs d'entre vous, ceux qui étaient là, on vous accueillait en vous disant qu'on était prêt à signer un partenariat, une fusion avec l'école de commerce de Bordeaux, avec BEM, et que sauf accident de dernière minute, eh bien, on était vraiment en ligne pour le faire. Il n'y a pas eu d'accident. Au mois de juillet, on a signé cette fusion. Notre objectif, c'était de créer une école qui pouvait avoir la taille des premières en France, c'est-à-dire HEC. Donc en nombre d'étudiants, avec 10 000 étudiants, cet ensemble, c'est maintenant le premier groupe de formation d'école de commerce et de management de France. Donc on est devant HEC, et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'est pas mal non plus, on doit être en deuxième position. Alors ça, cet exercice musculaire étant fait, ce qu'il faut, c'est savoir à quoi ça sert, d'être grand, gros, parce que c'est pas parce qu'on est grand, gros Et que quoi? et en pleine forme, et en pleine forme. Merci. Et en pleine forme. Voilà. Non, mais on a vu ce que ça voulait dire. Too big, to fail. À quoi ça sert aux étudiants, à quoi ça sert à Euromed, aux écoles, etc. Je ne vais pas délayer tout ça, mais je voudrais juste dire qu'on est quand même très content d'y être arrivé. On est content d'y être arrivé, et si on y est arrivé, c'est grâce au support des patrons des chambres de commerce, qui est notre autorité de tutelle, entre guillemets, c'est-à-dire une autorité bienveillante, ce qui change sans doute dans les 3 quarts du temps quand on conjugue autorité de tutelle. Eh bien donc, moi, ce que je veux dire devant vous, c'est merci à Jacques Pfister d'avoir toujours été là, merci à Jacques Bianchi, le président de la CCI de Toulon, et merci à Pierre Goguet, le président de Bordeaux, de la CCI de Bordeaux. Sans eux, sans leur détermination, on n'y serait pas arrivé. Parce que dans ce genre d'unité, de choses bizarres que sont les écoles de management, je veux dire, les fusions, il y a quelque part des choses qui contrarient la technostructure et qui fait que s'il n'y a pas la volonté politique puissante, on n'y arrive pas. Donc voilà. Si j'ai bien compris, quand même, à Marseille, on a gardé le lead, non? Ça, c'est, Je me trompe ou pas? Ouais, c'est ça. C'est ça le danger. C'est ce que je disais. Je disais, à Bordeaux, on dit, vous avez vendu l'école de Bordeaux, cette magnifique chose, BEM, à Marseille. À Marseille, on dit, vous avez vendu votre âme à Bordeaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. C'est l'écueil. Merci de ne pas m'avoir posé la question. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on a souhaité faire. Alors, ce qu'on a souhaité faire, finalement, c'est quoi? D'abord, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une fois qu'on est fusionné, d'abord, on a un objectif toujours, c'est-à-dire d'être dans les 15 premiers des écoles de management européennes, c'est-à-dire celles qui sont visibles. Pour l'instant, Euromed, c'est l'école la mieux classée des 3, et on est 31e. Donc on a du chemin à faire. Ça, c'est l'objectif quantitatif. Il faut toujours avoir des objectifs comme ça. Et puis on a une stratégie qu'on va appuyer sur 3 leviers. Le premier, ça fait partie un peu du thème de la table ronde d'ailleurs, c'est l'internationalisation. Ce qu'on souhaite, c'est développer notre capacité à délivrer de la formation
dans des pays émergents, notamment pour s'appuyer sur leur développement, des pays émergents d'Asie, la Corée, puis d'autres pays d'Asie, la Chine, le Japon. On est déjà présent là-dedans. On a 700 étudiants en Chine, ce qui est déjà pas mal. On va s'en faire une spécificité de manière à pouvoir attirer tous les jeunes qui veulent se former pour aller travailler ou pour recevoir des formations différentes dans ces pays-là. Ça, c'est la première chose. Le deuxième levier, c'est qu'on va développer notre savoir-faire digital, c'est-à-dire accroître notre capacité à délivrer de la formation grâce à des plateformes digitales. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le développement des écoles comme les nôtres. On ne peut pas construire des immeubles toute la journée, puisque maintenant on est 10 000. On espère bien être encore plus nombreux l'année prochaine. On ne peut pas construire des bâtiments tout le temps. Voilà. Et le troisième levier, c'est lever des barrières sociales, socio-économiques à l'entrée, à la présence d'étudiants dans nos écoles, c'est-à-dire permettre l'accès à des étudiants de milieux socio-économiques différents, donc pour dire un peu moins aisés, de pouvoir rejoindre nos écoles avec des partenaires financiers, avec les entreprises qui vont nous aider, mais aussi grâce à la taille, donc sur nos fonds propres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis maintenant, pour finir, Bernard Beltende, qui est le directeur de l'école et qui sera le futur directeur de l'ensemble, il se tient à votre disposition si jamais vous aviez l'intention de faire des dons, de faire des trucs comme ça. D'accord. Donc Bernard Beltende qui est là attend les chèques. Il n'y a pas de problème, il va faire la quête, bien que nous ne soyons pas à la messe. Merci Monsieur Pierson. Merci infiniment. Bravo. Alors, entreprise et pouvoir, c'est un vaste thème. Vous avez commencé à explorer ce matin les relations complexes entre ces deux mondes, entre ces deux sphères, qui des fois ne se comprennent pas, qui des fois se concurrencent et qui des fois aussi arrivent à jouer main dans la main. Pourquoi ce sujet? Comment et quelle position peut-être pour les entrepreneurs? On accueille tout de suite Monsieur Jean-Luc Chauvin, président de l'UPE 13. Avec son magnifique t-shirt rouge, la couleur de la révolte. Alors Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe? Les patrons et les politiques s'entendent plus, c'est la rupture. J'ai lu un communiqué, oser la rupture, oser la réforme, et vous ne parlez plus? Non, la réforme c'est maintenant. La réforme c'est maintenant, voilà. Tout simplement, non, je crois qu'on sait pas qu'on se parle plus, je crois qu'au fond, on ne se parle pas plus qu'avant. Dans ce pays, avec les hommes politiques, on ne se comprend pas plus qu'avant. Sauf que les autres pays, eux, se parlent, se comprennent avec les entreprises, donc avec les salariés, avec les entrepreneurs, et font les réformes structurelles qui sont en train d'améliorer la situation, alors que nous, on ne fait pas ces réformes. Et en ne faisant pas ces réformes, on perd du terrain. On perd du terrain tous les jours. Et les économistes disaient ce matin dans les tables rondes que si on continuait comme ça, on serait 15% de chômeurs dans ce pays dès 2014. On voit bien que sur la réforme des retraites, je ne sais pas si on doit appeler la réforme d'ailleurs, on n'a rien réformé du tout. On sait que dès 2018, on est dans l'impasse sur le régime Agirc. On sait que voilà, on nous annonce quelque chose, on fait du zigzag. Et puis c'est au-delà de ces derniers temps. Ça fait 30 ans que dans ce pays, on n'est pas capable de réformer, de s'adapter. On vit toujours sur un modèle qui a été bâti à l'après-guerre, dans une période de plein emploi. Donc nous, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, on dit que ça suffit, c'est plus possible. La seule solution qui a consisté depuis 30 ans à dire il y a un problème, donc on augmente les taxes pour les politiques, nous, on veut leur dire taxer n'est pas réformer. Et en fait, notre société a besoin d'être réformée profondément. Et on appelle ces réformes dès maintenant, tout de suite. Voilà, donc ce qu'on dit aux politiques, écoutez, venez nous voir, on va vous parler, on va vous expliquer. Nous, on est là pour faire notre job d'entrepreneur, c'est-à-dire développer de l'emploi, créer de la richesse, pouvoir la partager ensuite. Mais pour ça, il faut que vous fassiez votre boulot de politique, vous nous créez les conditions favorables. Il faut créer le terreau favorable pour qu'on puisse faire ce boulot. Et donc, il faut y aller. Donc voilà, on y va maintenant. Nous, on dit, réformons tout de suite, on ne peut plus attendre, la réforme, c'est maintenant. Et au-delà, je profite de l'occasion, puisqu'on est en période préélectorale, pour dire que si avec les politiques on ne se comprend pas, c'est peut-être notre faute. C'est peut-être notre faute parce qu'on ne s'est pas assez engagé dans la chose publique et dans la politique. Et donc je fais un appel qui est un peu différent, mais je dis, à l'occasion des municipales qui sont là en mars, engageons-nous. Engageons-nous. Alors, décidons d'aller au contact des politiques, allons leur expliquer ce dont on a besoin, et allons même au-delà, mettons-nous sur les listes. Et pas de liste de patrons, non? Pas forcément de liste de patrons. Vous n'y allez pas, vous? Non, moi, je n'irai pas, bon. Donc, puisque j'ai une fonction... Il y en a qui vont dans la salle, peut-être? Je n'ai pas à mélanger les rôles, mais je pense qu'effectivement, il faut que le maximum d'entre vous s'engagent.
il faut que nos idées passent dans le monde politique. Quand j'entendais ce matin dans un atelier que seulement 27 parlementaires sont issus du monde de l'entreprise, voilà, c'est tout dit, quoi. Sur 577 députés, on a résolu le problème. Donc ils ne peuvent pas comprendre. Ceux qui sont du monde de l'entreprise et qui sont ici, je vois notre ami Dominique, qui nous connaît, il vit les mêmes problèmes que nous, donc il défend les mêmes causes que nous. C'est obligatoire. Donc il faudrait plus de Dominique Tian, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Écoutez, plus de Dominique Tian à l'Assemblée, plus de Dominique Tian dans les mairies, dans les communes, ça nous aiderait à progresser. Voilà. Une dernière déclaration d'amour. Hein. Je crois que c'était même pas prévu. C'est pas une déclaration d'amour, c'était pas prévu. Bon. C'est pas une déclaration d'amour, c'est une déclaration réaliste. C'est la vérité. Quand même sur un plan local, je vous ai vu tout à l'heure entre M. Caselli et M. Gaudin, vous aviez l'air de bien vous connaître, de bien vous discuter. Est-ce que ce qui est vrai sur un plan national, c'est vrai aussi sur un plan local? J'ai l'impression quand même, ce que vous avez fait sur la métropole en particulier, ça va, ils vous ont entendu, même s'il y en avait quelques-uns qui quand même font toujours de la fronde et font toujours de l'opposition, mais vous leur parlez quand même. Allez, d'abord à ceux qui frondent et qui sont opposants, je ne sais pas s'ils sont toujours 107, mais franchement c'est fini, le combat est terminé. Voilà, donc la loi elle est là, elle est faite. Maintenant, mais venez travailler pour constituer le projet de ce territoire. Faire de la résistance inutile, ça ne sert à plus rien, donc faites-leur passer le message parce qu'ils ne sont bien évidemment pas venus. Et puis si je m'amuse à la galéjade, je suis en forme aujourd'hui. Certains nous disent, quand vous ferez le forum dans ma commune, je viendrai. Donc, il faut faire le je dis ça, je dis rien, ceux qui comprendront. Ouais. Les Aixois, ne vous sentez pas visibles, vous y êtes pour rien. Bien. Donc, oui, on a eu la métropole, on a le projet, enfin on a pour l'instant juste l'outil administratif. Si on veut qu'il nous serve à quelque chose, il faut bâtir le projet. Donc la méthode là aussi c'est ensemble, c'est pas contre, ça sert à rien, c'est ensemble. C'est ensemble, donc il faut qu'on puisse expliquer ce dont on a besoin, il faut qu'on puisse travailler ensemble. C'est ce que propose le préfet Théry. Sauf que quand il y a sur 109 maires concernés, 107 absents, l'ensemble il est compliqué, quoi. Voilà. Alors vous dites que les politiques vous entendent pas, mais moi j'ai cru comprendre, vous allez me corriger, mais que la loi sur l'ouverture dominicale, la réforme portuaire, j'en oublie peut-être d'autres, c'est des choses qui sont des lois qui ont été un peu imaginées ici, et en particulier entre les deux côtés de la place Générale de Gaulle, si j'ai bien compris. Thierry, il ne faut jamais tout généraliser. On n'a pas 100% des politiques qui nous entendent pas, qui ne comprennent pas. Donc on a heureusement, grâce à certains parlementaires, grâce à certains politiques de ce territoire, pu avancer sur des sujets essentiels. Et on voit bien, pour reprendre que ces deux textes, l'ouverture dominicale, si on prend le plan de campagne, et notamment, il faut remercier à ce sujet les syndicats de salariés qui ont accepté de monter au créneau avec nous sur ce sujet. Il faut remercier le député de l'époque, Richard Maillet, qui a déposé le projet de loi et qui l'a fait voter. Mais on a sauvé 1000 emplois sur la zone, et depuis, on en a créé 1000 nouveaux. Donc, est-ce que le combat, c'est de créer de l'emploi, de la richesse, ou est-ce que le combat, c'est de rester dans de l'idéologie bloquée et de détruire de l'emploi? Voilà. Donc là-dessus, on est clair, ça a été fait. La réforme portuaire, ça a été une bagarre assez compliquée, certains s'en souviennent, on a même fait des pubs, donc voilà. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est que progressivement, on a récupéré de la productivité et il faut poursuivre. C'est pas gagné pour autant, c'est pas terminé. Mais on a des conditions qui nous mettent en situation équivalente aux autres grands ports du monde. Il ne reste plus qu'une chose, c'est d'avoir, comme dans tous les autres grands ports du monde, un maire qui est le patron du territoire. Au moins, ça sera terminé. Un seul patron. Plus de difficulté. Un seul patron. D'accord. Et là, il y en a plusieurs en ce moment, c'est ça? Écoutez, notre pas très lisible? Il n'est pas lisible. Quand vous prenez un investisseur qui vient de l'étranger, il va aller voir le maire, puis il va aller voir le président de la communauté urbaine qui est d'une autre tendance, le président du conseil général qui est encore un autre, le président du conseil régional qui est encore un autre. Il n'y a que chez nous que c'est comme ça. Il faut, comme dans nos entreprises, on le sait bien, s'il y a 4 personnes aux commandes d'une entreprise, on sait bien que l'entreprise, elle va dans le mur. Il faut un patron et une équipe qui travaille avec. Donc sur ce territoire, il faut qu'on se mette en cohérence. Donc on a besoin de se mettre en cohérence. Et globalement, la ville-centre, c'est quand même la ville qui crée le plus, qui développe le plus. Et elle a un jeu important à jouer. Donc que ce soit à la métropole, à la ville-centre, peu importe. Mais il nous faut un patron sur ce territoire et il faut qu'on ait une vision et qu'on travaille tous ensemble pour arriver à atteindre cette vision. Dites-moi, le MEDEF veut peser, et le nouveau MEDEF à Paris, Pierre Gattaz, il paraît que c'est un patron de combat, ça veut dire que la précédente n'était pas une patronne de combat? Non, ça veut dire simplement que le temps est différent. Ça veut dire simplement que Pierre Gattaz, qui est un entrepreneur de terrain, a une façon différente de prononcer les choses, et puis peut-être que l'heure est différente. Que l'heure nécessite aujourd'hui qu'on soit beaucoup plus direct et qu'on explique clairement qu'on est en train de mourir. Que tous les jours, nos entreprises décrochent, que la flexibilité du travail, il n'y en a pas, alors que dans tous les autres pays, il y en a. Allez, on va se faire 5 minutes, hein. On va s'amuser comme ça, 2 minutes. En Espagne, est-ce que vous savez la réforme la plus importante du marché du travail qu'ils viennent de faire en plein milieu de la crise? Ils sont passés de 41 contrats de travail à 5 contrats de travail. Est-ce que vous imaginez que dans notre pays, on est capable de réformer un seul contrat de travail?
Nous, on en invente tout le temps en faisant des sous-contrats avec des sous-catégories, avec des emplois jeunes, avec des emplois je sais pas quoi et je sais pas quoi, et on s'engueule toute la journée en disant les patrons c'est pas bien, vous embauchez pas. Ça sert à rien. Si on a un coût du travail qui est diminué, on sera capable d'embaucher. Et c'est ce que dit Pierre Gattaz, il dit quoi? Il dit si on baisse la contribution des entreprises de 100 milliards en 5 ans, 50 milliards de charges sociales, 50 milliards d'impôts, soit 20 milliards par an, 1,7% des dépenses publiques. N'importe qui dans cette salle sait très bien qu'on peut baisser de 1,7% les dépenses du ménage, de l'entreprise ou autre. 1,7% des dépenses par an. On fait 100 milliards d'économies, il prend l'engagement, il dit on fera moins de 7% de chômeurs. Au lieu d'être à 15, ça fait la moitié en 5 ans. Voilà, c'est des engagements clairs, c'est des demandes claires. Effectivement, ça change peut-être d'une époque à une autre, mais voilà. À ce sujet, juste une chose supplémentaire. Moi, je tiens à remercier Patrick Bernasconi qui est ici. Patrick, si tu viens de te lever, qui est le vice-président de Pierre Gattaz. Et on va l'applaudir. Aujourd'hui. Qui est en charge des territoires, c'est ça? Alors, Patrick est en charge des territoires et puis il représente aujourd'hui Pierre Gattaz qui ne pouvait pas être avec nous puisqu'il avait vraiment une impérieuse nécessité personnelle qui avait été prise certainement avant la présidence et avant d'avoir les dates. Et familiale. Mais je suis très content que Patrick soit là, d'autant plus que hier, il était à Toulouse et qu'il n'avait absolument pas prévu, puisqu'il a aussi une vie professionnelle, il est aussi entrepreneur, d'être avec nous, et que j'ai juste un peu insisté et qu'il a accepté de venir. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois. Voilà, et puis il a participé ce matin à un de nos ateliers sur un sujet important. Merci. Merci Jean-Luc. Juste une chose, avant de vous quitter, pour écouter l'atelier, moi je voudrais aussi vous remercier à vous tous. Le succès de ce forum, c'est le vôtre. Tout le monde aujourd'hui est content, tout le monde dit il y a beaucoup de monde, il y en a encore plus chaque année, c'est grâce à vous. Donc merci à vous tous, ceux qui viennent participer à ce forum. Je profite pour remercier aussi les intervenants, toujours de meilleure qualité. Toutes les années on me fait la remarque, et encore cette année, qui acceptent de venir échanger avec nous. Et puis je profite aussi, ça me fait vraiment plaisir, je voudrais remercier toute l'équipe qui organise ce forum, c'est-à-dire toute mon équipe de l'UPE 13. Merci à vous tous, bon après-midi. Merci Jean-Luc, merci M. Chauvin.